À une cinquantaine de kilomètres de Jérémie se trouve une petite île du nom de la Navaz. Depuis la création d'Haïti, cette île, comme toutes les autres îles adjacentes, est considérée comme faisant partie intégrante du territoire haïtien. Cependant, en 1857, les États-Unis s'emparent de cette terre haïtienne, la déclarant territoire américain. Cette confiscation est vécue comme un acte de mépris envers la souveraineté haïtienne. Pourquoi les États-Unis refusent-ils encore aujourd'hui de rendre la Navaz à Haïti et quelles sont les raisons d'une telle confiscation? La Navaz est une petite île de 5 km² située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Jérémie. Cette île, comme toutes les autres, on l'a dit, qui sont autour d'Haïti, sont considérées depuis la création de la République d'Haïti comme faisant partie intégrante du territoire haïtien. Et cela est inscrit même dans la loi dès la première constitution de Toussaint Louverture de 1801. Mais pourquoi les États-Unis se sont-ils accaparés de ce territoire haïtien? Voici ce qui s'est passé. Contrairement aux autres îles autour d'Haïti, autour du territoire haïtien, l'île de la Navaz a toujours été inhabitée parce que les conditions de vie seraient un véritable défi pour ceux qui voudraient s'y installer. Il n'y a pas d'eau douce et les falaises le long de ces côtes rendent difficile, voire impossible, les approvisionnements en bateau. Et c'est justement parce que la Navaz n'est jamais habitée par des êtres humains qu'elle a pu conserver une richesse naturelle incroyable qui a attiré la convoitise du puissant voisin. Une grande quantité d'espèces d'oiseaux vivent sur l'île depuis les périodes les plus anciennes. Leur présence a fait que la surface de l'île est recouverte d'excréments d'oiseaux marins qu'on appelle guano. Le guano a été pendant longtemps une substance fertilisante utilisée en tant qu'engrais très efficace dans l'agriculture. Les sols manquant de matière organique pouvaient alors être rendus bien plus productifs. Ces déjections d'oiseaux étaient aussi utilisées pour la fabrication de poudre à fusil. C'était une matière très précieuse. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi Haïti a perdu, on va dire, l'île de la Navaz. On va y revenir en détail. Mais rappelons qu'au XIXe siècle, il y a eu une guerre du guano tellement le produit était recherché. Oui, les hommes ont fait la guerre pour avoir le contrôle des excréments d'oiseaux marins, mais ces excréments étaient tout au long du XIXe siècle source de prospérité. En 1863, les Espagnols ont tenté de s'emparer des îles Chincha, appartenant au Pérou, afin de prendre le contrôle du guano qui s'y trouvait en quantité et qui avait fait du Pérou le leader mondial du guano. Le Pérou s'est alors allié au Chili pour repousser les forces navales espagnoles attirées par les gisements du guano. Pendant plusieurs décennies, le Pérou voit son activité économique augmenter considérablement. Cette période de prospérité est appelée au Pérou l'ère guano. La production des îles Chincha atteint 600 000 tonnes par an à la fin des années 1860. Environ 12 millions de tonnes de guano sont extraites des îles Chincha, ce qui a évidemment pour conséquence l'épuisement des gisements. Cet usage intensif du guano, prélevé en trop grande quantité, a eu un effet destructeur sur la nidification d'espèces d'oiseaux, les amenant quasiment au bord de l'extinction. Parce qu'il faut savoir, le guano est aussi l'habitat d'oiseaux marins qui venaient nicher dessus et pondaient leurs œufs à l'intérieur même des amas d'excréments. Et dans cette course au guano, les États-Unis aussi étaient à l'affût, cherchant par tous les moyens à s'emparer des îles où les oiseaux avaient laissé leurs crottes. C'est dans cet esprit qu'en 1856, le Congrès américain adopte le Guano Island Act, qui autorise tout citoyen américain à réclamer au nom des États-Unis toute île inhabitée et non revendiquée susceptible de contenir du guano. On y vient, vous commencez à comprendre plus clairement comment Haïti a perdu la Navaz. Rappelez-vous que je vous avais dit que la Navaz débordait de cette précieuse matière. En 1857, un capitaine américain du nom de Peter Duncan et son acolyte Edward Cooper s'emparent de la Navaz en s'appuyant
sur le Guano Island Act adopté par le Congrès américain. Et le Guano Island Act, je vous le dis, était assez clair en stipulant que toute île inhabitée renfermant du guano pourrait être saisie par un citoyen américain et devenir un protectorat américain. Duncan et Cooper se sont déclarés auprès du département d'État américain comme les découvreurs d'une nouvelle île, la Navassa Island, et ont proposé qu'elle soit prise sous la tutelle américaine. L'île détenait alors plus d'1 million de tonnes de guano. Les Américains déclarent alors l'île de la Navase territoire américain et plantent aussitôt leur drapeau afin de concrétiser leur manœuvre. Des entreprises américaines commencent alors à exploiter le guano de l'île de la Navase. Pour cela, ils font venir des Noirs américains pour un travail proche de l'esclavage. Les conditions de travail étaient tellement affreuses que les travailleurs se révoltent et tuent 5 parmi les superviseurs blancs. En 1858, Faustin Soulouque, alors empereur d'Haïti, s'est vivement opposé à cette confiscation de la Navase par les Américains et ordonne aux envahisseurs de quitter immédiatement les lieux. Les Américains estiment de leur côté que c'était tout à fait légal de s'accaparer d'une île où il y avait du guano. Est-ce que vous vous rendez compte du sentiment de toute puissance et de l'arrogance des Américains? Là, on est dans la démonstration directe et pratique de la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, avec tout le mépris que cela manifeste aux autres habitants du continent. Soulouque a alors dépêché plusieurs navires de guerre afin d'expulser les envahisseurs par la force, mais l'opération n'a pas abouti car, entre-temps, le gouvernement de Soulouque est affaibli par une insurrection menée par son ancien lieutenant, le général Fabre Geffrard. D'aucuns pensent alors que cette affaire a coûté son trône à Soulouque. J'ai consacré une émission à Faustin Soulouque. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Armés du Guano Island Act, de nombreux Américains se sont emparés des îles en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Certains les utilisent pour faire du business, d'autres comme leur propriété privée. Ces îles ont été restituées à leurs propriétaires, sauf quelques-unes, dont fait partie la Navase. Les entreprises américaines ont continué d'exploiter les ressources de l'île jusqu'en 1913, date à laquelle les excréments d'oiseaux commencent à ne plus être utilisés comme engrais dans l'agriculture. Le guano a fait place à d'autres méthodes d'engrais. Donc, on peut penser à ce moment-là que l'île n'a alors aucun intérêt pour les Américains et qu'ils vont la rendre à Haïti, son propriétaire. Eh bien non, les Américains s'accrochent à cette île. En 1917, en pleine occupation américaine d'Haïti, les États-Unis ont installé un phare et une garde côtière sur l'île afin de surveiller les passages dans la région. Mais pourquoi diable ne veulent-ils pas rendre l'île à Haïti puisque le guano est devenu obsolète? Les Américains invoquent aujourd'hui la défense de l'environnement pour justifier leur contrôle de la Navase. Mais au fond, il y a d'autres raisons plus importantes. L'île de la Navase est située dans une position géographique stratégique, au centre de la mer des Caraïbes. Le contrôle de cette île permet aux États-Unis d'avoir une présence maritime dans cette région, ce qui est important pour eux pour des raisons militaires et sécuritaires. Et il faut savoir que même si le guano n'est plus exploité, il existe toujours la possibilité que l'île puisse avoir une valeur stratégique ou économique dans le futur, que ce soit par la découverte de nouvelles ressources ou par des besoins géopolitiques changeants. En 1998, une expédition scientifique américaine décrit la Navase comme une merveille de trésors biologiques. En effet, les scientifiques ont identifié quelques 250 nouvelles espèces animales et végétales, papillons, araignées, scorpions, etc., une variété de colombes et 2 familles de lézards que l'on croyait éteintes ont été retrouvées. Autant dire que l'île de la Navase a une richesse biologique incroyable. Depuis Soulouque, les autorités haïtiennes ne cessent de revendiquer l'île de la Navase, mais pas de la manière forte. Souvent avec une timidité qui pourrait faire penser
que les politiciens haïtiens ne souhaitent pas irriter l'ambassadeur américain en Haïti. On évoque la question pour chauffer le peuple, mais ça n'ira pas plus loin. En 1998, le ministre des Affaires étrangères d'alors, Fritz Longchamp, avait osé affirmer que la Navaz fait partie du territoire national. C'est un fait consacré par la Constitution, ajoutait-il. L'ambassadeur américain d'alors, Timothy Carney, a aussitôt recadré le ministre en déclarant que les Haïtiens feraient mieux de résoudre leur crise gouvernementale au lieu de revendiquer une île sous souveraineté américaine depuis 1858. L'affaire est close. Toutes les fois qu'un politicien haïtien mentionne la Navaz, c'est presque par un chuchotement mesuré, car en Haïti, l'arme fatale des Américains pour faire taire les hommes politiques consiste à suspendre leur visa. Voici à quoi sont réduits les dirigeants de la première République noire au monde. Pourquoi considère-t-on la Navaz comme un territoire haïtien incontestable? Tout simplement parce qu'il l'a toujours été. Petit retour historique. En 1697, par le traité de Ryswick, l'Espagne, qui occupait la région, cède à la France le tiers occidental de l'île d'Hispaniola et les îles adjacentes. Après la Révolution haïtienne, la République d'Haïti a succédé à la France en 1804 en conservant l'ancienne colonie française, c'est-à-dire le tiers occidental de l'île et les îles autour. Haïti n'a jamais renoncé à sa souveraineté sur aucune partie de son territoire. Toutes les constitutions haïtiennes ne viennent que confirmer ce fait. La Navaz est un territoire haïtien et tout le monde le savait, les Américains en premier. D'ailleurs, Duncan et ses amis qui ont confisqué l'île de la Navaz ont d'abord recherché à entrer en contact avec les autorités haïtiennes de l'époque afin d'exploiter les gisements de guano qui s'y trouvaient. Donc, s'ils voulaient avoir l'autorisation des autorités pour exploiter le guano sur l'île, ils étaient bien au courant que ce territoire, même inhabité, appartient à Haïti. Et puis l'autre raison qui montre que la Navaz est bien un territoire haïtien, c'est la proximité géographique. L'île de la Navaz est située à environ 50 km de Jérémie, on l'a dit, ce qui en fait une extension naturelle du territoire haïtien. La proximité géographique est souvent un critère déterminant dans les revendications territoriales. Et puis, certains documents historiques et cartes de l'époque coloniale française montrent que la Navaz faisait bien partie du territoire de Saint-Domingue, qui est devenu Haïti après l'indépendance. Admettons que la proximité ne suffit pas. Il y a le principe d'antériorité des revendications, c'est-à-dire l'île appartient à celui qui l'a revendiquée en premier. Sur ce point, les faits témoignent en faveur d'Haïti. Haïti a déclaré son indépendance en 1804, avant la revendication américaine de 1857 par Duncan. Selon les principes de succession d'État, Haïti a hérité des territoires de l'ancienne colonie française de Saint-Domingue, incluant la Navaz. Donc, quelle que soit la manière dont on tourne la question, la conclusion est sans appel. La Navaz appartient à Haïti et les Américains doivent rendre ce territoire. Après, ce qu'en feront les Haïtiens, c'est une autre question. La restitution de la Navaz à Haïti représenterait alors une forme de justice historique reconnaissant les torts passés et respectant les revendications légitimes d'un pays qui a souffert de nombreuses interventions étrangères et de l'exploitation sous toutes ses formes.